Bonjour, c'est Lionel Labosse. Je vais vous présenter une vidéo consacrée au programme EVARS de l'Éducation nationale qui date de février 2025. Je vous préviens, cette vidéo sera longue car je vais entrer dans les détails. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter une longue vidéo, eh bien, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Le programme EVARS décrypté par un enseignant. Propagande scolaire au prétexte de l'éducation sexuelle. Ce n'est pas avec ça qu'on va améliorer le niveau ni réarmer la France en bébé. Le programme EVARS, adopté et présenté en février 2025 dans un document PDF de 48 pages, qui en détaille les préconisations, suscite des craintes légitimes. Il a été maintes fois commenté, fait parfois l'objet de fantasmes de la part des personnes qui ne l'ont pas lu et s'horrifient parfois de ce qu'il ne contient pas, alors qu'il devrait se formaliser de ce qu'il contient. Il se trouve que si je ne suis pas psychologue, mon parcours d'enseignant fait que je suis particulièrement qualifié pour commenter ce programme, ce que je vais tenter de faire dans une vidéo incluse dans cet article, en espérant pouvoir échanger avec d'autres personnes sur ce sujet, si un média dissident daigne me donner la parole. Comme chaque fois que l'on commente les notre projet de la mafia macroniste, le piège est de s'enfermer dans la critique du projet et d'oublier ce dont le notre projet prend la place pour détourner notre attention. En effet, à un moment où la France plonge dans les abysses du classement PISA, voir mon article sur pourquoi nos étudiants ne savent-ils plus écrire de Aude Denisot, et où la Cour des comptes fait un constat sévère sur l'école primaire, un système éducatif en situation d'échec, mais surtout à un moment où le spectre de la dénatalité étend son ombre funeste sur la France, voici la priorité d'un gouvernement minoritaire et d'une ministre qui n'a pas d'enfant, au moins n'en a-t-elle pas en école privée élitiste comme ses prédécesseurs, et proclame n'avoir aucune connaissance du milieu scolaire, qui a succédé à un ministre qui avait les mêmes qualités et était issu d'une école privée élitiste. Je terminerai donc mon exposé par quelques idées de ce que l'on pourrait faire si l'on voulait que l'école fasse la France forte FISA. FFFF, car telle est ma devise, francisation du MAGA trumpien. Je vais d'abord me présenter, donner quelques éléments, puis je commenterai en improvisant les 48 pages du PDF et je terminerai donc par cette conclusion sur mes préconisations en matière d'éducation. Après avoir suivi ma scolarité secondaire et passé mon bac dans des établissements publics de Seine-Saint-Denis, je suis professeur de lettres depuis 35 ans, rentré en 1990, toujours dans l'enseignement public, dont 23 ans en Seine-Saint-Denis, 9 ans au collège, puis 14 ans dans 2 lycées classés ZEP, puis zone sensible de ce département. Entre 1997 et 2014, j'ai été pionnier dans l'éducation à la sexualité, volet lutte contre l'homophobie, envisagé d'une façon moins réductrice que cette formule. Avant puis après la loi du 4 juillet 2001 qui est à la base du programme EVARS, j'ai expérimenté des dispositifs de lutte contre l'homophobie, que je préférais nommer diversité sexuelle, dans les établissements du 93 où certains individus qui n'ont jamais quitté les beaux quartiers de Paris prétendent que les frères musulmans, pour reprendre cette expression tendance dans l'actualité récente, faut régner la terreur. J'ai donc une certaine expérience de ce que l'on peut faire et de ce qu'il vaut mieux éviter pour une éducation à la sexualité respectueuse des enfants et de leurs familles. Quelques traces dans la presse et dans les documents institutionnels témoignent de cette expertise bien avant que ce soit la mode. Entrevue publiée dans le cadre du dossier Sexe et école de feu Le Monde de l'éducation en mai 2005, et dans les cahiers de l'action numéro 40 de l'INJEP en 2013. Cela fait des lustres que j'ai pris mes distances avec le LGBT depuis au moins la parution de mon essai Intersexualité, éducation et censure en 2005. Ce que Xavier Poussard a subsumé en cette formule dans Devenir Brigitte, Lionel Labosse, enseignant et écrivain, est un militant intersexuel opposé à l'agenda LGBT. Cela me vaut à la fois d'être ignoré dans le milieu LGBT et détester des homophobes qui ne disposent pas de la nuance intersexuelle opposée à l'agenda LGBT. Ce programme EVARS constitue la dernière étape d'une chronologie des circulaires et autres dates marquantes de l'éducation à la sexualité que j'avais réalisée en 2010, après avoir commenté en 2007
année de création de mon site altersexualité.com, la circulaire numéro 2003-027 du 17 février 2003 consacrée à l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées, ancêtre d'EVARS. Extrait de cette circulaire de 2003. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle est à la fois constitutive d'une politique nationale de prévention et de réduction des risques, grossesse précoce non désirée, infections sexuellement transmissibles, VIH, SIDA, et légitimée par la protection des jeunes vis-à-vis des violences ou de l'exploitation sexuelle, de la pornographie, ou encore par la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes. Voici ce que j'en écrivais à l'époque. On constate à cette lecture que l'on recherche des prétextes à aborder la sexualité, tous liés à des interdictions et des prescriptions terrifiantes pour les élèves, et qu'il n'est absolument pas question d'éducation. Où est passée la notion de plaisir? Mon commentaire est presque inchangé 15 ans après. L'impression qui se dégage de ces 48 pages d'EVARS est édifiante. À cette vision négative et quasi-policière de la sexualité, considérée comme tout et son contraire, mais surtout pas un moyen de faire des enfants, qui est pourtant une nécessité vitale pour la France, s'ajoute une dimension de propagande que je vais tenter de montrer à partir de la lecture commentée du document, basée sur mon expérience de terrain et sur ce que j'ai appris depuis la tyrannie covidiste. Ce dispositif ne vise pas à l'éducation, mais au bourrage de crâne. Il ne vise pas à réarmer la France en bébé, selon une de ces expressions ridicules dont notre présirois a le secret, mais à formater des citoyens dociles, non pas éduqués, mais dressés. Je commencerai par une liste subjective des mots les plus utilisés dans ces 48 pages, et des mots dont l'absence m'étonne. Je ne commenterai guère cette liste, que chacun pourra refaire à sa façon, différente de la mienne, car je reprendrai ces termes au fil de ma lecture d'un grand nombre de points au fil des pages. Attention, le dossier est classé par âge et par niveau, d'où un côté répétitif, car les notions sont abordées de façon de plus en plus complexe, de la maternelle à la terminale, et pour les 2 années de CAP en lycée pro, sur le modèle général de l'enseignement du français ou des mathématiques, qui reprend et approfondit. Un mot qui n'est présent que 3 fois n'est pas forcément considéré moins important qu'un mot présent 20 fois, mais à n'aborder qu'en fin de lycée. Cette liste subjective vise juste à donner la tonalité du programme EVARS. Voici donc la fréquence des mots-clés dans le PDF EVARS, en partant du plus nombre d'occurrences, des occurrences les plus nombreuses au plus rare, puis à l'absence d'occurrences. Alors, le mot que j'ai trouvé le plus fréquent, c'est violence ou violent, enfin toutes les variantes, qui nous donne 109 occurrences. Amoureux vient après avec 23 occurrences seulement. Nous avons comprendre que, 23 occurrences. Personne ou adulte de confiance, 20 occurrences, plus personne ressource, 2. Famille est présent 17 fois. Penser, analyser de façon critique, 17 fois. Porno, 15 fois, que ce soit pornographie 10 fois, ou pornodivulgation, un mot que j'ai appris, 5 fois. Danger ou dangereux, 14 fois. Puberté, 14 fois. Contraception, 13 fois. Grossesse, 12 occurrences, dont 2 positives et 10 non prévues, non désirées, plus les 7 occurrences de IVG. Inceste, 11 fois. Amitié amicale, 10 fois. Papillomavirus et vaccination, 7 fois, quasiment toujours ensemble, sauf une fois où vous n'avez que vaccination. Parents, 7 fois, mais dans les expressions homo, mono ou hétéroparentalité, et aussi les mots parents au sens large de parenté, c'est-à-dire tous les parents, tous nos parents. Excitation, 5 fois. Règles, 4 fois plus menstruation menstruelle, 4 fois. Sérophobie, ce qui veut dire rejet des personnes séropositives, 3 fois, et séropositive, 2 fois. Pénis, 2 fois. Clitoris, 2 fois. Préservatif, 2 fois. Majorité numérique, 2 fois. Alors, je passe maintenant aux mots absents, sans commentaire. Donc, les mots dont l'absence m'a interloqué, mais évidemment, chacun pourra être interloqué par d'autres absences. Je n'ai jamais trouvé le mot père, ni papa, ni mère, ni maman. Je n'ai pas trouvé le mot bébé, ni accouchement, ni allaitement, ni fonder une famille. Aucune occurrence des mots vulve, vagin, sein, anus, pénétration, masturbation, sodomie, sperme,
stérile, stérilet, majorité sexuelle, obésité. Alors j'ai noté le mot masturbation parce qu'une amie à qui j'ai dit que je travaillais sur Evars m'a dit « Ah oui, il paraît qu'ils veulent encourager les enfants à la masturbation ». Eh bien, voilà, il n'y a pas de mot masturbation dans ce document. Pour information. Donc à titre de comparaison, j'ai profité d'une soirée entre amis pour demander à un échantillon de 4 personnes autour de la soixantaine, donc mon âge, 2 hommes et 2 femmes, d'établir une liste de 10 mots que leur inspire la notion de vie affective et relationnelle, sexualité, sans leur dire de quoi il s'agissait. Voici les 4 réponses. Je vous suggère de faire la même chose avec des personnes d'âge différents dans votre entourage. Donc première personne, tendresse, rencontre, attirance, échange, complicité, affection, fidélité, longévité, plaisir partagé, qualité. Deuxième personne, amour, tendresse, connaissance, fusion, vérité. Pour elle, il n'y avait que 5 mots, ça suffisait. Sentiment, amour, espérance, rire, lien, connexion, souvenir, plaisir pour la troisième personne. Et bisous, cœur et sexe, rupture et réconciliation, parole, silence, dialogue, vieux, couple, ensemble pour la quatrième personne. Je vais maintenant passer à la lecture critique du programme Evars. Donc avant de vous proposer ma lecture subjective et libre, je ne suis adhérent d'aucun syndicat, d'aucun parti politique et ne fais partie d'aucune association de quelque nature que ce soit. Je vous renvoie à un document publié par l'enseignement catholique le 17 février 2025 intitulé « Éducation affective, relationnelle et sexuelle ». En termes feutrés, ce document adressé au directeur diocésain et au référent EARS émet quelques réserves, mais on trouve les traces de commentaires plus anciens datant de la période de consultation avant la publication de la circulaire Evars. Voici un extrait de ce document de l'enseignement catholique. Dans le contexte actuel, l'enseignement catholique comprend la nécessité d'un programme comme mesure invitant à prendre au sérieux une éducation essentielle pour le développement des jeunes. La juste compréhension des enjeux ne diminue en rien les inquiétudes fondamentales concernant des éléments susceptibles d'être contraires à l'intérêt premier de l'enfant, notamment lorsqu'ils ne s'inscrivent pas dans une éducation intégrale et une vision positive des relations et de la sexualité, lorsqu'ils anticipent certaines notions sans prise en compte de la maturité des enfants, entre parenthèses, les contenus doivent rester imperméables à toute influence idéologique, lorsqu'ils tendent à éloigner les parents de leurs responsables au lieu d'en faire les partenaires incontournables. Alors pour information, les syndicats ont également été consultés. La lecture de cette page de la CFDT, que je mets en lien dans mon article, suffira à vous faire comprendre que les syndicats majoritaires se préoccupent de tout sauf du bien des enfants. Extrait. Il a fallu cependant peser de tout notre poids avec d'autres organisations syndicales pour obtenir que soient explicitement mentionnées les différentes discriminations contre lesquelles le programme entend lutter, comme l'homophobie, la transphobie ou la mention des personnes intersexes, et ce, dès le collège. Certes, j'ai œuvré pour cela dans le passé, mais à aucun moment pour que ce soit le noyau de toute éducation à la sexualité. Je vous renvoie à mon mémorandum sur l'écriture inclusive pour montrer que les syndicats majoritaires agissent contre l'intérêt des enfants, pour l'intérêt des entités malfaisantes qui les financent. Quant aux syndicats minoritaires, leur préoccupation principale est, à mon humble avis, de seconder l'agenda néoconservateur pour contrebalancer les options gauchistes des syndicats majoritaires. Tout cela ne m'inspire que dégoût. J'en ai dit ce que j'en pensais dans cet article. Alors, tout cela réfère à mon article que vous trouverez en lien sous la vidéo, bien sûr. Je vous y renvoie pour avoir tous ces liens et pour éviter les commentaires inutiles. Voilà, alors je vais pouvoir passer à donc une lecture circonstanciée et qui sera forcément longue. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais je vais entrer dans les détails. Donc le titre exact, c'est un programme ambitieux, éduquer à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. C'est le sens de l'acronyme Evars, éduquer, vie affective, relationnelle, sexualité. Donc vous voyez que c'est pas seulement l'éducation sexuelle. Alors, ça commence par une présentation, principes, valeurs et finalité. Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Article temps créé par la loi du 4 juillet 2001. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que nous sommes dans la continuité, dans l'approfondissement d'une éducation
de ce type mises en place depuis 25 ans, hein, voire plus. Ça ne fait que l'entériner et la rendre de plus en plus obligatoire et coercitive, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment 3 séances par an et on est censé être contrôlé. Alors, une approche globale, positive et bienveillante, elle prend la forme d'une éducation à la vie affective et relationnelle à l'école primaire et d'une éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité au collège et au lycée. Hein, vous voyez que la notion de sexualité est censée n'arriver qu'au collège et au lycée. Elle associe 3 champs de connaissances et de compétences, le champ biologique, le champ psycho-émotionnel et le champ juridique et social. Et ça va correspondre à 3 colonnes de tableaux qui vont scander donc ce document du début à la fin, ce document qui est classé par niveau, donc par niveau d'âge et niveau scolaire, entre la maternelle et donc la terminale. Et avec deux niveaux spéciaux pour le CAP, les 2 années de CAP. Donc sur l'ensemble du territoire, dans les établissements publics et dans les établissements privés sous contrat, d'où ma référence à l'enseignement catholique tout à l'heure. Alors, dans ces objectifs comme dans ces démarches, l'éducation à la sexualité permet l'apprentissage du respect de l'intimité corporelle et psychique des élèves, bien sûr. Et je note par exemple, elle contribue au repérage de l'inceste. On va voir que c'est un peu problématique. Alors, pourtant, l'inceste, c'est vraiment un problème qui, pour moi, justifie l'éducation à la sexualité, puisque, bien sûr, il faut respecter la famille de l'enfant, mais il ne faut pas être dupe et être conscient que les cas d'inceste sont constituent une part extrêmement importante, si ce n'est majoritaire, des cas de ce qu'on appelle la pédophilie. Hein, et cela pose un grave problème qui, à mon sens, n'est pas vraiment pris en compte dans ce document. Je vais essayer de vous le montrer. Donc, je continue. Alors, en tenant compte des expériences auxquelles ils sont confrontés, une attention particulière, donc les enfants, une attention particulière est accordée aux élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment aux élèves en situation de handicap. On va voir que cette situation de handicap, elle n'est pas du tout prise en compte. Par contre, sont prises en compte d'autres problèmes de santé qui me semblent pas aussi importants et ne pas concerner les enfants. Les corps d'inspection et les personnels sociaux et de santé apportent leurs conseils en tant que de besoin. L'éducation à la sexualité est inscrite au projet d'école ou d'établissement. Les équipes tiennent compte des besoins identifiés des élèves. Alors là, ce n'est pas précisé. Quels sont les besoins identifiés des élèves? Est-ce que on s'adapte à la situation si on sait qu'un élève dans la classe est victime d'inceste? En général, on ne le sait pas. Enfin, peut-être plus à l'école primaire que dans le secondaire. Dans mes 35 années d'enseignement, je n'ai pas eu connaissance de telle situation. Évidemment, il y a le secret professionnel. J'ai été pendant 8 ans dans un lycée en Seine-Saint-Denis où on avait, c'était un lycée sensible, donc on avait une assistante sociale dédiée qui avait son temps complet dans le lycée. Et bien évident que si elle avait connaissance de situation, elle nous disait des généralités, mais elle n'entrait évidemment pas dans le détail. Des partenaires extérieurs tels que des associations spécialisées dont les compétences sont dûment reconnues et agréées au niveau national ou académique peuvent être associés aux équipes de personnel de l'éducation nationale. L'intervention d'associations agréées ou d'institutions partenaires lorsqu'elle a lieu est systématiquement anticipée, préparée et coordonnée avec un ou plusieurs membres de l'équipe éducative. Elle s'effectue toujours en leur présence, sous la responsabilité pédagogique de l'équipe éducative et sous la responsabilité du chef d'établissement. Les intervenants extérieurs respectant la nature scolaire de cette éducation, sans jamais l'instrumentaliser et en promouvant le respect et l'égalité. Alors ça, évidemment, je pense que vous l'avez connu, puisque ça se fait depuis des décennies. Je l'ai moi-même subi en tant qu'élève, et ça a donné lieu à de nombreuses caricatures dans la littérature jeunesse, hein, la fameuse séance d'éducation à la sexualité, que les filles redoutaient en général, parce que ça allait donner lieu aux plaisanteries salaces des garçons au collège, etc. Et donc ça fait vraiment longtemps que ça dure. Vous vous souvenez de films montrant des accouchements, enfin des choses comme ça. Mais en tout cas, c'est toujours des associations. Et maintenant, alors il y a des associations dédiées à l'éducation à la sexualité. J'en ai moi-même fait intervenir plusieurs, et j'ai essayé d'en faire intervenir le maximum d'associations différentes. Et vous trouverez sur mon site les comptes rendus de toutes ces interventions. Alors je n'ai pas compté, mais il y a peut-être une dizaine d'associations diverses. Et je me suis un peu mis en froid avec, pour la citer, SOS Homophobie, qui pour moi était la moins bonne, on va dire. Hein. Bon,
évidemment, je l'ai dit en termes feutrés, mais ça m'a valu certaines inimitiés, parce que pour moi, leur intervention frôlait le prosélytisme et allait trop loin dans la provocation. Je vous rappelle que j'ai fait tout ça dans des établissements publics de Seine-Saint-Denis, donc là où, selon certaines de ces associations, il est impossible de le faire à cause de l'homophobie viscérale des musulmans, etc. J'ai expérimenté que tout ça c'était faux, mais au contraire j'ai trouvé d'autres associations moins connues qui avaient une approche beaucoup plus ouverte, beaucoup plus respectueuse des enfants, beaucoup plus positive, et voilà, qui me semble qu'on aurait dû plus mentionner dans ce document. On aurait dû faire une sorte de guide des bonnes pratiques des associations, des groupements qui interviennent dans le milieu scolaire. Alors, organisation et mise en œuvre. Donc, nous avons les 3 axes communs. Alors, se connaître, vivre et grandir avec son corps, rencontrer les autres et construire avec eux des relations et s'y épanouir, trouver sa place dans la société et être libre et responsable. On aime bien les cadres dans l'éducation nationale. Je ne sais pas si on retrouvera ça vraiment dans le programme. Alors, un peu plus loin, donc, les parents d'élèves sont informés des objectifs d'apprentissage annuels de cette éducation. Voilà, ça s'arrête là. Et les compétences psychosociales, CPS, constituent une des composantes du programme. Alors, une attention soutenue est donnée au repérage d'enfants en danger et plus largement à la protection de l'enfance. Alors, c'est bien gentil, mais je n'ai pas trouvé, j'ai lu intégralement donc, le programme, j'ai pas trouvé de précision. Et pourtant, ça devrait être une préoccupation majeure, hein, puisque quand on aborde ces sujets, il faut être très attentif aux réactions. Et voilà, ça arrive toujours qu'on ait des élèves qui ont des réactions particulières. Après, il faut le signaler éventuellement à l'infirmière et qui va évidemment, sous couvert du secret professionnel, recevoir l'enfant, etc. Donc il faut que les élèves apprennent à identifier les adultes de confiance et ils découvrent également différents types de familles. Alors ça, c'est dans la même phrase, donc c'est étonnant parce que c'est la première occurrence donc de l'expression des adultes de confiance qu'on retrouvera fréquemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, adultes ou personnes de confiance. Et on a l'impression que ces personnes de confiance, c'est tout autre chose que les personnes de la famille, que le père et la mère. Donc je vous ai dit que le mot un père et mère était absent. Ces deux mots étaient absents de tout ce programme, des 48 pages du programme. Par contre, personnes de confiance. Donc qui peuvent être ces personnes de confiance? Donc quelqu'un qui offre un cachou, je ne sais pas. Enfin, pardonnez pour l'humour. Donc, et c'est étonnant que dans la même phrase, hein, et il découvre également différents types de familles. Qu'est-ce que c'est que ces différents types de familles? Il va y avoir une précision un peu plus tard. Alors, donc nous avons maintenant les objectifs d'apprentissage pour chaque niveau. Alors nous avons un tableau complet qui va se retrouver après découpé en morceaux par type de niveau. Donc on a déjà à aborder avant 4 ans, c'est présent dès le tableau initial. Et il faut apprendre à envisager et à respecter un refus, donc à 4 ans. Et appréhender et comprendre l'égalité entre les filles et les garçons et la liberté d'être soi-même, donc avant 4 ans. Bon, bonjour pour les enseignants qui auront cette charge. Alors j'avance puisqu'on va retrouver ça niveau par niveau. Alors maintenant, j'entame l'école maternelle, donc avant 4 ans. Alors avant 4 ans, nous avons ceci. Effectuer une suite de mouvements, donc ça c'est dans les propositions de démarche et d'activité. En fait, vous avez 2 colonnes dans les spécifications du programme. À gauche, ce sont les notions et compétences, et à droite, ce sont les propositions de démarche. Donc, celle-ci est intéressante. Effectuer une suite de mouvements et de déplacements sur la thématique consentement-refus, avec ou sans support musical. Alors moi, ça m'amuse beaucoup, parce que ça, pour moi, c'est apprendre aux enfants à désobéir à leurs parents en instrumentant la désobéissance. Et il se trouve que j'ai eu cette expérience avec un ami que j'ai vu l'autre jour, il y a quelques semaines, qui est venu avec sa fille qui a 5 ans. Et ben, sa fille, pendant qu'on discutait, ça a duré à peu près 1 heure, on a pris un verre dans un bar, elle tournait autour de nous, etc. Elle a refusé de me faire la bise, tout en riant, etc. Et en fait, j'ai compris en lisant ce programme que c'était appris à l'école. Voilà, apprendre à désobéir aux adultes, ça se fait à l'école. Et ça s'appelle donc voilà, consentement-refus avec ou sans support musical. Donc, chers parents, attendez-vous à des années difficiles avec vos enfants. Alors, un peu plus tard, choisir parmi de nombreuses illustrations de métiers, activités, sports, celles qu'on aime, qu'on voudrait faire, et celles qu'on n'aime pas et que l'on n'aimerait pas faire. Expliquer les choix à l'oral ou à l'écrit, bon, pourquoi pas.
Et un peu plus bas, donc comprendre que ces jeux ne sont pas réservés aux filles ou aux garçons. Et d'écrire et échanger à partir de la lecture d'albums ou d'imagerie en explicitant les assignations de rôles et les stéréotypes perceptibles. Donc là, vous voyez, c'est la première occurrence de comprendre que, et on comprend, nous, que comprendre que, ce n'est plus d'éducation, c'est de la propagande, c'est du bourrage de crâne. Hein. L'enseignement, pour moi, c'est apprendre à savoir, voilà, c'est pas dire qu'est-ce qu'il faut, ce à quoi il faut souscrire, c'est voilà, proposer des éléments de savoir et voilà, apprendre à l'élève à les discuter avec de l'esprit critique, dans une optique d'enseignement à long terme. Hein, mais là, vous avez donc ces occurrences nombreuses, plus de 20 fois, je crois, de comprendre que. Donc l'enseignant est là pour voilà, pour mettre des notions par un entonnoir dans le cerveau de l'enfant, qu'il le veuille ou non. Et donc je passe. Donc nous sommes maintenant à partir de 4 ans. Donc école maternelle, découvrir ce qu'est une grossesse et la naissance, en particulier à l'occasion de la naissance d'un enfant dans l'entourage de la classe et en partant des représentations des élèves. Voilà, c'est une des seules occurrences d'une grossesse positive. Hein, voilà, donc les enfants de maternelle ont le droit d'avoir voilà, d'avoir une explication positive de la grossesse, la joie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Ce sera plus le cas dans la suite du programme. Alors, apprendre à repérer les adultes avec lesquels il est possible d'exprimer ses joies et ses peines et qui seraient capables d'apporter de l'aide en cas de difficulté. Voilà, donc ça doit effectivement stigmatiser ceux qui n'en sont pas capables. Donc l'enfant est amené à faire un choix, à repousser les uns et à choisir les autres qui ne sont aucunement ses parents. Alors, nous passons à partir de 5 ans. Apprendre qu'il est possible de refuser une démarche ou une action sans remettre en question des liens d'amitié. Donc, à 5 ans, on vous apprend ce qu'est l'amitié. Donc, nous sommes vraiment en Union soviétique. Proposer et pratiquer des actions qui favorisent l'égalité entre les filles et les garçons. Par exemple, à propos de la répartition des espaces de cours disponibles et des jeux collectifs qui y sont menés. Eh bien, ça, si c'est pas de l'idéologie. Et alors, qu'est-ce que nous faisons de la guerre? Alors, est-ce que la guerre est un espace mixte? Est-ce que le champ de bataille est un espace mixte? Est-ce que la franc-maçonnerie qui nous concocte ces petits programmes est mixte? Est-ce que la religion est mixte? Donc, je sais pas, pour moi, ça me pose un problème. Est-ce que les enfants sont pas plus contents? Est-ce que les jeunes sont pas plus contents à faire... Alors, je pense des jeunes qui font des soirées pyjama entre filles, ou les enfants à être entre filles ou entre garçons. Pourquoi on les oblige à être tout le temps sous le regard de l'autre sexe? Enfin, c'est vraiment de l'idéologie. J'espère que ça va disparaître. Alors, nous passons à l'école élémentaire. Donc, à 6 ans, nous avons cette proposition, identifier et apprendre à nommer les parties du corps, dont les parties intimes, en utilisant un vocabulaire scientifique. À 6 ans. Donc fini la zézette, la zigounette, vive le pénis et les testicules, dont le mot est absent bizarrement dans ces 48 pages. Alors, identifier les émotions des personnages sur des images ou des photographies et expliquer comment on le sait. Lire et comprendre des œuvres variées de littérature jeunesse, repérer la diversité d'expression. Alors là, je suis assez d'accord puisque j'étais pendant longtemps un grand... amateur de littérature jeunesse, et je trouve qu'il est très bon d'utiliser ce biais de la littérature jeunesse plutôt que comprendre que proposer des albums avec la liberté qu'a l'enfant d'accepter ou non, d'être d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il y a dans l'album. Ça, c'est une démarche conforme à ce qu'on appelle le triangle pédagogique. On a le savoir d'un côté, l'enseignant de l'autre, et puis l'enseigné, et on dialogue entre ces trois entités. On peut avoir là un esprit critique avec ce support. On peut exprimer un accord ou un désaccord avec l'album de littérature jeunesse, et qui sera adapté au niveau de l'enfant. Vous vous rappelez ce scandale en septembre 2024 sur le prix Goncourt des lycéens, où des livres avaient choqué un certain nombre d'élèves. Par exemple, un élève qui avait 14 ans à son entrée en seconde, puisque ça se fait dans les mois de septembre et octobre de l'entrée de seconde, et beaucoup d'élèves, c'était d'ailleurs mon cas quand on a passé une classe, ont 14 ans à ce moment-là, et découvrir des livres avec des extraits qui étaient quand même assez choquants, ça peut être problématique.
Donc la littérature jeunesse, pour moi, est très appropriée. Je me réjouis qu'elle soit utilisée dans ce cadre, et je l'ai fait moi-même longuement. Vous trouverez sur mon site, altersexualité.com, de nombreuses critiques de littérature jeunesse. Même si j'ai mis fin à cette activité de critique, j'ai fait à peu près 500 critiques de littérature jeunesse, j'ai mis fin à cette activité en 2014 parce qu'il me semblait qu'on avait largement de quoi faire et que ce n'était plus la peine de mener cette activité qui me prenait beaucoup de temps. Alors, lire des albums présentant différents types de familles, nous y voilà. Pardon. Et comprendre qu'il en existe une grande variété, par exemple famille hétéroparentale, monoparentale, homoparentale, adoptive, recomposée, sans enfants. Bon, je veux bien, mais bon, quand même, aller jusqu'à ne pas citer le mot papa et maman, qui est quand même le cas de, je pense, 95% des enfants, c'est un peu exagéré. Pour utiliser un mot léger. Alors, nous passons au cours élémentaire première année. Alors, nous avons ceci dans les notions et compétences. Prendre conscience que chaque personne a un corps unique et qu'il existe des différences en termes de taille, de morphologie, de fonctionnement, de caractéristiques, etc. Alors, il se trouve que j'ai pas travaillé cette année, je travaille chaque année dessus avec mes BTS première année, donc des post-bac, 18 ans, 19 ans. Et je travaille à partir de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, puis après je la développe avec d'autres documents. Donc, je veux bien qu'il y ait des gens différents, et c'est essentiel de savoir aussi qu'il y a des personnes handicapées, qui ont un corps très différent, mais il y a quand même un stéréotype, c'est que l'être humain, selon Léonard de Vinci, et qui s'inspire de l'architecte Vitruve, a quand même des caractéristiques communes et une moyenne, disons une norme bâtie sur une moyenne, c'est-à-dire que nous avons 4 membres, et si on étend ses bras de façon droite, eh bien, et qu'on les mesure, la distance entre les doigts des 2 bras étendus est égale à la hauteur de l'individu. Et ça, on peut le vérifier. Je le fais moi-même chaque année. Et voilà, cette année, je suis tombé dans une classe. Je demande à 2 étudiants d'avoir la gentillesse de se prêter à l'expérience. On les mesure. Et cette année, eh bien, il y avait un étudiant, très grand. Évidemment, j'essaye de prendre les plus grands, enfin de demander aux plus grands de la classe d'accepter l'expérience, de se prêter à l'expérience. Et cette année, il y en a un qui était très grand, mais dont l'envergure était encore plus longue que la hauteur. Mais ouais, c'est pour vous dire qu'il y a un stéréotype qui est utile, parce que ça permet quand même de rencontrer, de reconnaître un être humain et de différencier, par exemple, d'un martien. Donc le stéréotype, il est quand même utile. Donc des fois, je me demande aussi s'ils n'oublient pas... Voilà, s'ils n'oublient pas l'essentiel, à force de vouloir lutter contre les stéréotypes et les discriminations, s'ils n'oublient pas qu'il y a quand même des choses qui nous assemblent, qui nous rendent propres à l'espèce humaine, qui sont des stéréotypes et des bons stéréotypes. Voilà, nous avons à peu près tous, sauf quelques malheureux, 2 bras, 2 jambes, et une tête, 2 yeux, un nez, etc. Alors, au CP, donc, au cours élémentaire première année, on a cette proposition. Peut-on avoir été amoureux et ne plus l'être ? Quels sont les gestes ou paroles qui peuvent blesser ou faire souffrir? Peut-on être heureux sans être ou avoir été amoureux? Donc ça, c'est CE1. Posez la question autour de vous à des gens, des adultes. Je pense que ça pose des problèmes à beaucoup d'adultes, cette question. Donc, on exige d'enfants des réflexions d'un niveau qui me semble assez lointain. Alors, toujours à ce niveau, prendre conscience que les stéréotypes peuvent entraîner des préjugés et des discriminations. Bon, oui, mais bon, les stéréotypes, comme je viens de le dire, ça peut être aussi, ça peut permettre aussi d'avancer un peu, d'accepter aussi la réalité. Développer des relations sociales constructives, comportements tels que l'acceptation, la collaboration, la coopération, l'entraide. Savoir penser de façon critique, biais, influence. Alors, penser de façon critique, mais avoir cette idée des stéréotypes qui varient selon les époques, qui peuvent entraîner des préjugés, des discriminations. Moi, je vous donne par exemple, enfin, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce sujet évarce, hein, un stéréotype positif. Un journaliste est objectif, honnête, incorruptible. Voilà un bon stéréotype. J'espère que vous êtes d'accord, que les enfants seront d'accord. Alors, proposer des stratégies pour une organisation et une utilisation plus égalitaire des espaces partagés. Cette référence à l'égalité et à la liberté me fait penser à un extrait d'un journal de voyage de Victor Hugo,
en 1836 en Bretagne, qui s'intitule Promenade manquée. Vous trouverez ça dans ses œuvres complètes. Nous sommes tous sujets aux gendarmes, aux douaniers, aux maires de village, aux tracasseries de police, de passeports et d'octroi. En fait, Victor Hugo, tout Victor Hugo qu'il était, s'était vu refuser le droit de faire un petit voyage dans une barque en mer. Alors, je sais bien qu'il en est ainsi pour tout le monde et que cela s'appelle l'égalité. Je voudrais bien savoir si cela s'appelle aussi la liberté. En général, en France, on abandonne trop volontiers la liberté, qui est la réalité, pour courir après l'égalité, qui est la chimère. C'est assez la manie française de lâcher le corps pour l'ombre. Qu'entendez-vous par égalité? Je vous prie. Donc je reviens à mon programme EVARS. Alors, dans le cadre de tournois sportifs mixtes, apprendre à respecter son adversaire, ses coéquipiers et coéquipières, en veillant à proscrire toute forme de discrimination. Alors, veiller à l'inclusion de tous les élèves dans tous les temps de la vie de l'école, par exemple repérer les enfants isolés dans la cour et leur proposer un jeu. Alors, la liberté d'être seul, d'être solitaire, de méditer, etc. Et bien sûr, là, le thème du handicap est oublié. Hein. Par exemple, les élèves handicapés, qu'en est-il hein? Les élèves trisomiques, qu'en est-il dans la pratique du sport? Et le sport, c'est étonnant, mais ça va revenir d'autres fois. Je vais vous le signaler. Hein, le sport est souvent un lieu visé par la discrimination. Le sport, c'est le lieu de la discrimination. C'est pas le lieu du partage. Hein, le fait de pratiquer un sport, c'est pas ajouter à sa vie un élément primordial et des amitiés de toute une vie. Hein, ce que connaissent en général les gens qui ont pratiqué le sport en club. Non, le sport, c'est le lieu de la discrimination. Il faut surtout éviter ça. Alors, participer à un débat sur l'influence du groupe et l'importance de ne pas se moquer. Hein. Comme si se moquer, il n'y avait pas ce qu'on appelle la parenté à plaisanterie en Afrique. Hein. Je vous renvoie au livre de Ampateba. Et voilà, donc c'est vraiment une obsession. Il faut pas se moquer. Il faut pas cyberharceler la présidente de la République, la première dame. Sinon, on va en prison, etc. C'est ça qui est très important dans la société actuelle. Alors, au cours élémentaire, deuxième année. Donc, nous avons... voilà, ceci. Alors, on a le droit d'hésiter. Alors, donc ça, comprendre qu'on a le droit d'hésiter et qu'une hésitation ou un doute ne doivent pas être considérés comme un oui. Comprendre qu'on a le droit de changer d'avis, qu'un oui ou un non n'est pas définitif. Alors là aussi, c'est encore un apprentissage qui va poser problème aux parents. Hein. Moi, je vous signale que quand vous avez une école qui apprend à vos enfants qu'un oui ou un non n'est pas définitif, eh bien, bonjour l'éducation à la maison après. Savoir demander le consentement de l'autre avant de lui prendre la main, avant de s'asseoir juste à côté, de lui prendre un objet, etc. Là aussi, j'imagine, je ne suis pas parent moi-même, mais j'imagine ce que ça donne chez les enfants. Mais tu ne m'as pas demandé avant de me prendre la main, etc. Hein, c'est très intéressant. Je me demande si les gens qui ont rédigé ces choses sont comme Madame Borne ou Monsieur Attal, ou comme moi, des gens qui n'ont pas d'enfants, mais qui ne réfléchissent pas à ceux qui ont des enfants, eux. À partir de l'exploitation d'albums de littérature de jeunesse, apprendre à reconnaître des situations de consentement ou d'absence de consentement, prendre conscience qu'il s'agit d'une violation des droits qui est néfaste, réfléchir aux façons de se protéger. Alors là, autant je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'utilisation de la littérature jeunesse dans le cadre éducatif, autant là je ne suis plus d'accord, puisque là on instrumentalise la littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas l'enfant libre d'aimer ou de ne pas aimer, de croire ou de ne pas croire face à la pensée d'un auteur autre que lui, mais on se sert de la littérature jeunesse comme d'une prescription. Donc on est à l'époque soviétique où un film devait suivre un roman, une pièce de théâtre devait suivre un programme éducatif. On n'est plus dans la littérature. Cours moyen, première année, CM1. Donc, connaître les principaux changements à la puberté. Donc ça, c'est la première mention de la puberté, donc en CM1, c'est-à-dire à peu près 9 ans. Repérer ce qui relève d'une brimade, d'une humiliation ou d'une stigmatisation en lien avec les changements du corps à la puberté et faire décrire l'impact négatif que cela peut avoir sur celui qui les subit, apprendre à ne pas y contribuer et à réagir de manière adaptée. Donc nous sommes en CM1.
Là, enfin, je sais pas. Pour moi, on est vraiment dans le délire. C'est pas du tout adapté au niveau. Et puis, à 9 ans, en CM1, quelle image ces enfants de la puberté. La puberté, on sait bien qu'elle intervient à différents âges. Donc, asséner ce genre de choses à une classe dont les 3/4 n'ont pas encore atteint la puberté, quel est l'intérêt? Est-ce que on va apprendre on va obliger les enfants de 2 ans à apprendre que le Père Noël n'existe pas? Enfin, soyons raisonnables. Donc, mettre en évidence que le harcèlement se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation en CM1, identifier les différentes manières, bonnes ou mauvaises, dont les pairs peuvent influencer nos comportements, réfléchir aux moyens de résister à la pression négative des pairs et d'encourager l'influence positive des pairs. Ah ah, en CM1 à 9 ans. Dites donc, on n'a pas eu une influence négative des pairs, des tentatives d'influence sur mon comportement, d'un certain Emmanuel ou Emmanuel Nécron il y a quelques années, là. Donc c'est bizarre, hein. On leur demande à ces enfants à résister aux pressions de leur père de leur âge, mais pas à celles de pervers psychopathes qui se sont hissés à la première place de notre République. Alors, agir pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations, se sentir libre de ses choix pour une activité ou une passion, découvrir des femmes exerçant des métiers traditionnellement associés à la masculinité et des hommes exerçant des métiers traditionnellement associés à la féminité. Bon, pourquoi pas, mais faut pas que ça devienne une obsession. Alors, on peut aussi découvrir des gens qui ont un métier associé à leur sexe et les apprécier pour cela, bien sûr. Alors, connaître les changements du corps lors de la puberté et savoir qu'ils ne se produisent pas au même moment chez tous les enfants. Bah oui, mais il faudrait l'appliquer, c'est-à-dire que faudrait peut-être attendre un peu et ne pas embêter tous les enfants avec ça dès le CM2, là, par exemple. Apprendre scientifiquement ce que sont les menstruations, règles, et qu'elles sont une composante normale et naturelle du développement physique des filles, et ne doivent pas faire l'objet de tabous ou de moqueries. Bon, d'accord, là on s'insinue un peu dans l'éducation familiale, mais bon, je pense que c'est quand même important effectivement d'apprendre ce que sont les règles, parce que là je pense qu'on a des parents qui peut-être n'osent pas le dire, enfin peut-être de moins en moins à l'époque actuelle, et il est nécessaire d'apprendre aussi aux garçons ce que c'est que les règles, ce que c'est que des règles douloureuses, etc. Je vois par exemple dans mes classes, même en post-bac, hein, des jeunes qui abusent de l'autorisation d'aller aux toilettes. Alors des fois je fais un peu ce qu'il ne faut pas faire du tout, c'est-à-dire me moquer en disant aux garçons ah oui, vous devez avoir des règles douloureuses. Bon, c'est une plaisanterie qui passe, mais c'est vraiment très mal de ma part. Mais effectivement les jeunes femmes en général demandent beaucoup moins d'aller aux toilettes, mais en général on ne leur refuse pas pour voilà, on n'a pas besoin d'expliciter les choses. Alors comprendre qu'il existe des mots et des gestes qui constituent des violences verbales, physiques, psychologiques, sexistes, sexuelles, dont l'inceste. Savoir identifier ces situations et percevoir les relations d'emprise. Ah bah dites donc, elle est belle, la vie affective et relationnelle et la sexualité, ça donne pas envie. Là, c'est vraiment une sexualité policière. Hein. Alors, c'était la première mention de l'inceste, et à chaque fois, il n'y aura pas d'autre forme. À chaque fois, ça sera ça, entre parenthèses, dont l'inceste, sans aucune explication de ce qu'est l'inceste. Dans ce document qui est destiné aux enseignants, bien sûr. Donc, pour moi, ça me pose quand même un problème, parce que voilà, les enseignants ont du mal à encadrer ce genre d'activité avec les associations. Certains sont très gênés. Je pourrais faire le rapprochement d'ailleurs avec les interventions quand vous avez des minutes de silence relatives à des attentats, etc. Et je me rappelle une collègue très sympathique qui avait exprimé dans la réunion de groupe qui précédait cette minute de silence, elle disait mais moi je sais qu'il y a il nous était demandé de faire un moment d'échange. Elle disait mais je sais que pendant ce moment d'échange il va y avoir des demandes d'élèves sur Israël, l'antisémitisme, etc. Et je me sens pas du tout apte à en parler, je me sens pas les compétences. C'était une professeure de sciences. Et moi il se trouve que je m'en sentais les compétences, et il se trouve que je l'ai fait du coup. Je l'ai fait. Donc c'était, je sais plus, la mort de le dernier collègue malheureusement
assassiné. Et donc, je l'ai fait en présence d'un autre collègue d'ailleurs. Et je suis entré dans des détails et voilà. Et je savais pas, mais j'avais dans les classes avec lesquelles j'ai fait cette intervention, voilà, j'avais préparé bien sûr mon intervention. J'avais évoqué la situation en Israël, en Palestine, etc. Et j'avais 2 étudiants juifs dans les classes devant lesquelles j'ai fait cette présentation. Et voilà, ils ont été satisfaits, pas choqués, etc. Et c'est dans ce cadre-là aussi que j'ai toujours pratiqué l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire dans l'optique de ne choquer personne, d'être voilà, inclusif au bon sens du terme, et de faire de l'éducation, d'avoir un discours univoque. Alors, donc savoir comment chercher de l'aide et du soutien lorsque l'on est victime de violence. Bon, et alors en cas d'inceste, comment on fait? Ben ça, c'est pas le programme EVARS qui vous le dira. On suppose qu'il faut signaler l'enfant, etc. Mais je trouve anormal, enfin, qu'on ne dise pas aux enseignants comment faire dans le cadre de ces 48 pages de programme. Prendre connaissance des dispositifs de signalement et des lois en vigueur, notamment par rapport à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 13 ans. La majorité numérique à 15 ans, la protection du droit à l'image, la protection des mineurs contre la pornographie en ligne. Alors c'est bien gentil, mais et la majorité sexuelle? Hein, je vous ai dit que le mot majorité sexuelle n'est pas nommé dans ce document. C'est un manque étonnant. Alors, nous passons au collège. Classe de 6e. Alors, en 6e, donc, savoir que les menstruations, règles douloureuses, nécessitent une consultation médicale. Bon, très bien. Et encore une fois, c'est bien de l'apprendre aux garçons aussi. Sur la manière de trouver des informations fiables et adaptées à son âge au sujet de la puberté. Ben, à l'école, par exemple, dans des livres, je suppose. Alors, j'ai noté aussi proposer des stratégies pour une organisation et une utilisation plus égalitaire des espaces partagés. Donc, c'est toujours l'approfondissement de la même chose. En posant la question de la vaccination comme acte citoyen. Alors là, c'est la première occurrence de cette fameuse vaccination. Et là, on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire dans EVARS, dans l'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Là, je répète, donc, en posant la question de la vaccination comme acte citoyen. On a la suite de la propagande vacciniste. C'est pour ça qu'au début, je faisais le lien avec mon expérience de la tyrannie covidiste, c'est-à-dire qu'on se sert de ces séquences d'éducation à la sexualité pour faire la propagande de la vaccination comme acte citoyen. On n'a pas encore protégé Pépé et Mémé avec un masque, mais c'est sous-jacent. Donc, voilà. Prendre conscience que les réseaux sociaux et Internet diffusent des contenus sexuellement explicites interdits aux personnes mineures qui peuvent être choquants, violents, peuvent véhiculer des stéréotypes et banaliser des comportements violents. Élaborer des stratégies pour s'en protéger et protéger les autres. Je veux bien, mais et les rapports en vrai? Parce que là, on arrive donc en collège et voilà, vous avez des élèves qui commencent à avoir des expériences. Ça risque pour moi, c'est un peu contre-productif ce type de préconisation, ça risque de donner envie à ceux qui n'y ont jamais encore pensé. Enfin, c'est mon avis. Alors, se documenter et s'informer sur des législations visant à protéger les droits des individus et à lutter contre les discriminations, en particulier l'article 225.1 du Code pénal. Ouh là là. Alors, donc là, on est dans du lourd, hein. On est vraiment dans l'éducation à la sexualité. Là, c'est carrément judiciaire. Alors, j'avais préparé un document ici que j'ai, voilà, je l'ai ici. Alors, c'est intéressant parce que cette loi, voilà ce qu'elle nous dit. Constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse. J'insiste, de leur grossesse, j'ai bien lu, c'est la version actuelle, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de naissance, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leur caractère génétique, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leur opinion politique, de leurs activités syndicales et de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens respectivement. Bon bref, voilà, c'est une espèce
de boîte de Pandore, là, et vous avez voilà, toutes les catégories qui nécessitent une protection. Et évidemment, j'ai déjà évoqué ça dans mon article sur le procès de Natacha Ray, hein, la qualité de lanceur d'alerte. Natacha Ray devrait être protégée. Et en fait, on lui fait un procès pour avoir harcelé une des personnes les plus puissantes de France, hein, soi-disant. Donc, en tout cas, ceux qui ne sont pas dans cette liste peuvent être discriminés. C'est un peu ce que je comprends dans cette loi qui n'arrête pas d'être augmentée de différentes catégories. Cependant, je relève la discrimination en fonction de la grossesse. Alors là, ça m'a intéressé et je suis heureux de l'avoir appris parce que l'an dernier, il se trouve que j'ai eu une étudiante en 2e année de BTS qui a eu un enfant. Elle a accouché, je crois, vers le mois d'avril-mai. Et donc, en fait, cette naissance l'a empêchée de passer l'examen qu'elle avait préparé. Et j'aurais su ça, je lui aurais suggéré de faire un recours en discrimination. C'est-à-dire que l'éducation nationale, hein, à l'époque où on veut soi-disant réarmer la France en bébé, l'éducation nationale ne prévoit pas que des étudiants de 19 ans, des étudiants, puissent avoir un enfant en cours de formation et ne prévoit pas une session alternative pour ces personnes au mois de septembre, par exemple, pour qu'elles puissent passer leur examen. Donc cette étudiante, elle a dû redoubler à cause de cette grossesse. Et là, c'est une discrimination. Donc la loi prévoit cette discrimination. Donc mes chers collègues, si vous avez ce cas parmi vos étudiants, ou éventuellement parmi vos élèves, hein, eh bien, vous pouvez voilà, les informer que voilà, la loi prévoit qu'il y a une discrimination en cas de grossesse et qu'on peut porter plainte. Alors, je reviens à mon document. Donc, nous sommes en 4e. Alors, savoir qu'il existe des personnes intersexes. Voilà, donc c'est important d'apprendre qu'il s'agit qu'il y a des personnes intersexes, évidemment. Mais en fait, cette catégorie constitue, alors selon les documents qu'on trouve, entre 0,1% de la population et 0,3, je ne sais pas. Enfin, donc voilà, c'est une anomalie. Il est aussi important pour moi d'apprendre qu'il existe des personnes intersexes que d'apprendre qu'il existe des personnes qui n'ont pas de bras, par exemple. Et pourtant, il n'est pas noté dans ce document qu'il y a des personnes sans bras. Pourtant, on parle du handicap. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un handicap, le fait d'être intersexe. Alors, je vous renvoie à Alexandra Barzunville, qui a fait d'excellents témoignages sur ce sujet. Hein. Chaque année, justement, dans la même séquence dont j'ai parlé, je passe à mes étudiants l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma, qui est Freaks, c'est-à-dire La monstrueuse parade de Todd Browning. Et là, on voit des enfants qui maintenant n'existent plus, puisque avec les diagnostics prénataux, on ne permet pas à ces enfants-là de naître. Et pourtant, les personnages qu'on voit évoluer dans ce film ont tous eu, enfin, pour la plupart, une vie extraordinaire. Hein. De quel droit on prive de l'existence ces gens-là? Donc voilà, on a vraiment une drôle de société qui est eugéniste sans l'avouer. Et qui se préoccupe d'une unique catégorie de handicapés, c'est les personnes intersexes. Bon, très bien, j'ai le plus grand respect pour les personnes intersexes, mais en dehors de savoir que ça existe, je veux bien, mais de savoir que ça, c'est quand même étonnant. Alors, on retrouve la vaccination contre les infections à papillomavirus, et là, ça va revenir à chaque niveau, cette fois-ci. Développer la capacité à faire des choix responsables. Alors là, encore une fois, et les choix des parents, les choix responsables des parents, hein, c'est quand même qui c'est qui décide? Les parents. Alors là, on retrouve cette propagande vaccinale. Qui est-ce qui décide si l'enfant doit être vacciné ou pas en cas d'une vaccination non obligatoire? Le parent ou l'enfant, hein, lequel des deux parents en cas de divorce? On insinue un coin dans la relation parent-enfant ici. Alors, toujours en 4e, repérer et analyser les notions de consentement et de plaisir. Repérer et analyser les mécanismes d'emprise et de domination psychologique qui ont pour but de soumettre et contrôler la victime et qui ont des mécanismes intrinsèques. Ouh, drôle de programme. Donc ça, pour moi, c'est impossible à des adultes. Et on demande à des enfants de 4e, donc à peu près 12-13 ans, de connaître, de maîtriser ces notions-là. Des violences sexuelles des personnes ayant autorité sur un enfant, un adolescent, un adulte, famille, entraîneur, sportif, soignant. Ah, je suis heureux d'apprendre. Alors, en fait, là, même si le mot n'est pas utilisé, c'est la première fois qu'on a voilà une allusion à la majorité sexuelle. Mais dans cette catégorie, vous notez qu'il n'y a pas le professeur. Hein. Famille, entraîneur, sportif, soignant, mais pas le professeur. Donc, c'est intéressant. Identifier ce qui caractérise un délit et les personnes... bon, ça, on l'a déjà vu. Alors, je continue. Donc, toujours en 4e...
faire des choix responsables, décision d'avoir ou non un rapport sexuel, bon, quatrième, bien sûr. Première fois qu'on a la mention de prévention des grossesses non prévues et ou non désirées, moyen de contraception, interruption volontaire de grossesse. Voilà, et maintenant, jusqu'à la fin du document, ça sera uniquement ça. Voilà, la notion de grossesse désirée n'existe pas. Hein, pourtant, ça peut arriver, comme je viens de vous le dire, dans un lycée, avant ou après le bac. Hein. Apprendre à lutter contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, notamment en signalant les contenus intimes non consentis diffusés, pornodivulgation, les comptes et les supports destinés à harceler une personne par la diffusion de contenus humiliant. Donc là, on est dans le détournement de la loi par notre ami Jean-Michel Trogneux. Hein. Voilà, une loi soi-disant faite pour protéger les jeunes et qui, en réalité, dans la justice actuelle, est utilisée pour voilà, mettre en prison ou pour stigmatiser ceux qui s'interrogent sur le statut de Brigitte, entre guillemets. Alors, la pornographie représente de manière faussement réaliste et stéréotypée des actes sexuels dépourvus de toute dimension affective ou sentimentale et souvent violents. Donc on demande de faire passer ça. Bon, évidemment, vu la proportion, il y a plus de 20 ans, quand je travaillais en collège, j'avais vu un chiffre ahurissant, il y a plus de 20 ans, c'est-à-dire vraiment quasiment avant le début d'Internet, de la proportion d'élèves de 6e qui avaient vu des extraits de films pornographiques. C'était, je crois me souvenir, j'ai peur de dire une bêtise, mais que c'était autour de 50%. Donc, bonjour, ceux qui veulent, 25 ans après, donc à l'époque d'Internet, empêcher ça. Alors, je sais bien que l'État se sert de cette nécessité de protéger les enfants de la pornographie pour, en fait, contrôler tous les individus et surtout ce qui gêne la Macronie, hein, ce qui gêne le pouvoir, en prenant ce prétexte de la protection de la pornographie. Voilà. Alors, ensuite, analyser les stéréotypes dans une perspective historique pour discuter d'égalité dans la sexualité à partir d'œuvres littéraires ou artistiques. Réaliser une exposition de sensibilisation des autres collégiens de l'établissement sur les stéréotypes et les questions d'égalité. Bon, là, on est vraiment dans la propagande. Hein. Qu'on se serve d'œuvres littéraires, je l'ai toujours fait, mais encore une fois, avec la liberté d'interprétation qu'il y a dans la pédagogie. Alors, on passe en troisième. Donc, définir les notions de désir, d'excitation, de plaisir, de bonheur, ainsi que leur relation à la sexualité. Bon, la plupart des adultes seraient incapables de définir ces notions. Alors, donc c'est la première fois qu'on a le mot excitation, bon, je veux bien. Alors, donc, on n'a pas, oui, je rappelle qu'on n'a pas le mot masturbation, hein, contrairement à ce que croyait mon ami, on a juste le mot excitation. Alors, prendre conscience, mais par contre, une fois qu'on fait intervenir des associations plus ou moins habilitées ou agréées dans les cours, hein, voilà, on ne sait pas ce qui va se dire et souvent on instaure des échanges, donc on ne peut pas à l'avance savoir ce que vont dire les étudiants. Donc tous les mots peuvent sortir. Et voilà, après c'est à l'intervenant ou à l'enseignant de savoir rebondir. Une fois qu'un enfant, un élève aura sorti une petite bombe dans sa question, que ce soit par provocation ou de bonne volonté. Alors, prendre conscience que les pratiques de mutilation sexuelle féminine qui ne touchent pas directement la fonction reproductive et atteignent la fonction de plaisir, de sexualité, de construction de soi des femmes qui en sont victimes, correspondent à une appropriation du corps des femmes et à l'enrayement de leur liberté de choix. Donc là, on a un charabia, une phrase extrêmement longue et une phrase à rallonge. C'est un charabia pour cacher en fait que, donc je relis la partie qui est problématique pour moi, hein, les pratiques de mutilation sexuelle féminine qui ne touchent pas directement la fonction reproductive. En fait, pourquoi ils ont mis ça? Parce que ils sont en train, sous l'égide de notre amie Chibrit, première dame, ils sont en train de favoriser, d'encourager les changements de sexe dès l'adolescence, dès la puberté. Hein. Et donc, les changements de sexe, je vous rappelle que, en réalité, c'est une mutilation
sexuelle féminine ou masculine. C'est une mutilation sexuelle, un changement de sexe. Donc en fait, il faut prendre conscience, soi-disant, que celles qui ne concernent pas le changement de sexe, c'est pas dit, mais c'est comme cela que je l'interprète, elles sont pas bien, c'est une appropriation du corps des femmes, c'est pas GLOP, en gros, c'est pas marqué, mais c'est les méchants musulmans, on a bien compris de quoi il est question. Mais par contre, castrer des enfants sous prétexte de faire la promotion du changement de sexe, du transgenre, c'est bien, c'est le camp du bien. Alors, identifier les conséquences immédiates et durables des mutilations sexuelles, comprendre que ces violences sont enracinées dans les inégalités historiques entre les femmes et les hommes, qu'elles constituent une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, qu'elles sont interdites et sévèrement punies par la loi, blablabla. Évidemment, par contre, promouvoir le fait que les transgenres puissent rafler toutes les médailles aux Olympiques contre les femmes, ça, par contre, c'est pas du tout discriminant. Alors, analyser la notion de risque pour soi et pour les autres, au plan physique et psychologique, faire des choix responsables pour sa santé et celle des autres. Alors, j'ai envie de dire, et fonder un foyer, ça vous a traversé l'esprit. Alors, réduction des risques d'infections sexuellement transmissibles, IST, y compris d'infection par le VIH, mode de transmission, moyens de protection, dépistage, prophylaxie, pré-exposition, entre parenthèses PrEP, traitement post-exposition au VIH, TPE, vaccination contre les infections à papillomavirus. Alors là, quel programme? Et je rappelle que nous sommes en 3e. Comprendre que le mariage forcé est une atteinte aux droits humains fondamentaux. Bon, d'accord, moi je dirais, bon, on peut en discuter à partir de l'école des femmes de Molière. En général, on le fait dans le cours de français. Qui garantit le droit? Voilà. Alors, analyser ce qui peut avoir une influence sur la capacité à reconnaître ou à donner le consentement. Par exemple, les substances psychoactives, les situations de violence telles que l'emprise, les situations de handicap, les situations de domination ou de pouvoir, la soumission chimique. Là, j'ai encore peur d'un côté incitatif, d'un effet de contre-productif, c'est-à-dire d'apprendre à des jeunes tout ce qu'ils pourraient avoir envie de faire, enfin du moins avec la composante perverse des jeunes qu'il y a dans un groupe. Alors, interroger la place des discriminations envers l'orientation sexuelle dans le champ sportif. Voilà, le sport, c'est toujours vu sous un angle négatif. Le sport, c'est normal, c'est beaucoup des blacks le sport, donc c'est discriminant. C'est étonnant quand même, cet angle toujours. Voilà, il y a pas de discrimination parmi les députés, par exemple. On n'arrête pas d'avoir des affaires de violences sexuelles parmi les députés de tel ou tel groupe politique, mais c'est le sport qui discrimine. C'est étonnant tout ça. Alors, nous en avons terminé avec le collège et nous avons nous allons maintenant passer au lycée. Donc voilà, le lycée. Alors la seconde. Connaître les différences biologiques entre femmes et hommes, comprendre que les appareils génitaux mâles et femelles sont comparables, le clitoris et le pénis sont composés de tissus érectiles, générateurs de plaisir, l'ovaire et le testicule produisent des cellules reproductrices et qu'il existe des personnes intersexes, toujours dans la même phrase, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, on met dans la même phrase des choses qui n'ont rien à voir. Et je suis heureux qu'en seconde, on a enfin le mot clitoris et le mot pénis, alors qu'il était dit dès les toutes premières classes qu'on devait utiliser le vocabulaire scientifique. Alors, on a de l'idéologie, encore une fois, il existe des personnes intersexes, mais il n'existe pas des personnes trisomiques, par exemple. Ça n'existe pas. Alors, comprendre que les différences biologiques entre les femmes et les hommes ne déterminent pas à elles seules les expressions, les comportements et les rôles attribués aux genres masculin et féminin. Voilà ce qu'on commence à avoir la propagande transgenre. Je suis désolé, mais dans la plupart des cas, quand même, le stéréotype masculin-féminin, il existe, il est prégnant dans la société. Et c'est vraiment pitoyable de vouloir à ce point imposer une minorité la plus respectable qui soit, bien sûr. Je rappelle que j'ai toujours dit que les Français adorent les personnes trans, je ne cite que les vedettes évidemment, je cite pas les trans qu'on peut avoir parmi nos voisins. J'ai moi-même parmi nos voisins une personne transgenre qui n'habite pas, c'est le fils d'une voisine, donc nous en connaissons, nous les respectons, il n'y a aucun problème. Je cite souvent cette
cette anecdote que Jean-Marie Le Pen était coutumier du cabaret chez Michou et l'a apprécié beaucoup. Tout le monde adore donc Amanda Lear, Coccinelle et compagnie. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir inciter les enfants à être transgenres. Alors, j'ai vraiment l'impression ici d'une nosographie, c'est-à-dire un répertoire des maladies. À partir de témoignages, prendre conscience que l'identité de genre peut ne pas correspondre au sexe biologique. Après, on parle du mythe de Narcisse. Alors là, je veux bien, évidemment, tout ce qui est culturel, je suis pour. Voilà, on a des comportements de sculpture de soi tels que la retouche des photographies, la chirurgie esthétique, certaines pratiques physiques, le culte de la performance ou certaines conduites alimentaires. Oui, alors c'est bien de le dire, mais pour un peu prévenir les enfants, comme on les prévient de l'anorexie. Alors, nous avons en seconde toujours, destiné à harceler une personne par la diffusion de contenus humiliants et des contenus intimes non consentis diffusés, porno-divulgation, promotion d'égalité. Bon, je l'ai déjà dit, mais risque pour moi d'effets contre-productifs, c'est-à-dire d'incitation. Alors, notamment signaler les contenus illicites, promouvoir le civisme en ligne, la tolérance et le respect, etc. Bon, pour moi, c'est de la sexualité punitive. Tout ce qu'on n'apprend pas, l'amour, le désir d'avoir des enfants, de fonder un foyer, d'avoir des bébés, etc. Enfin, c'est quand même ça la sexualité. Je suis désolé. Donc ça, on n'en parle pas, mais par contre, on veut inciter les enfants à dénoncer, etc. Enfin, c'est vraiment une judiciarisation de la sexualité. Alors, nous passons en première. Alors, faire émerger l'idée que la relation sexuelle est possible sans être obligatoire pour exprimer son amour ou son affection. Bon, je veux bien, mais en général, c'est dans la littérature qu'on voit ça. Personnellement, pendant plusieurs années, avec des classes de première, j'ai étudié pour le bac, le barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, et l'amant parfois avec des classes de première, pour montrer justement sur un cas limite. Je vous rappelle que voilà, c'est un cas limite de pédophilie, si on peut dire, puisque Marguerite Duras avait 15 ans lorsqu'elle a eu cette relation avec le Chinois, qu'elle transpose dans le barrage contre le Pacifique dans une autre relation, dans un cadre plus romanesque, mais c'est un livre qui montre bien, qui met bien en scène cette notion de consentement, de je voudrais mais je voudrais pas, enfin qu'on retrouve aussi dans l'ère de Chérubin dans le mariage de Figaro de Mozart, enfin d'après Beaumarchais. Donc ça, pour moi, on peut l'étudier à partir de textes littéraires. Bon, je trouve que dans ces cas d'éducation à la sexualité, c'est quand même un peu restrictif de mélanger ça avec des contenus de vision punitive de la sexualité. Disons que la littérature, l'art, la musique, l'opéra permettent de montrer ça d'une façon positive en posant des questions importantes et troublantes parfois, mais des séances d'éducation à la sexualité où on va faire des références à la loi au milieu de références à des textes littéraires. Pour moi, c'est mélanger de l'acide avec du chocolat. Alors, réciprocité, réfléchir à la notion de consentement enthousiaste, savoir que les situations d'hésitation ou d'incertitude doivent être reçues comme une absence de consentement. Voilà, on vous dit toujours ce qu'il faut penser. C'est vraiment on invente le fil à couper le beurre. On va bientôt arriver à ce que disait, je crois que c'était Carlo Brusa, qui avait fait une attestation de consentement à un rapport sexuel qu'on devait faire signer à la personne avant tout rapport sexuel, y compris dans le couple. On en est presque là. Alors, reconnaître la diversité humaine dans son ensemble en considérant la variété des orientations sexuelles et des identités de genre. Donc oui, la diversité humaine, je veux bien, mais s'il s'agit de diversité humaine et le handicap et les différents types de handicap qui sont présents dans les classes. Alors, exprimant le déni du désir, le rejet du désir de l'autre, tels que la stigmatisation, le harcèlement, les violences verbales, les violences physiques, les violences sexistes, les violences sexuelles, les violences au sein du couple. Ça donne envie, ça donne envie d'avoir une relation sexuelle, une relation amoureuse, et de fonder un foyer, de fonder un couple et de fonder un foyer. Vraiment, ces gens-là veulent vraiment réarmer la France en bébé. Si on voulait dégoûter les gens de l'amour et de la sexualité, on ne s'y prendrait pas autrement.
Alors, analyser la place des discriminations envers l'orientation sexuelle en s'appuyant sur l'exemple du monde du sport. Encore une fois, le monde du sport. Bah oui, évidemment, c'est des blacks et des arabes, le monde du sport. Hein. Excusez-moi, je schématise, mais c'est pas comme dans les loges franc-maçonnes, il n'y a pas du tout de discrimination sexuelle. Dans les loges franc-maçonnes, elles sont pas mixtes. Alors, prendre conscience que la santé sexuelle englobe les dimensions du bien-être physique, affectif, mental et social. Pardon, nous sommes en terminale, je précise. Donc c'est la dernière étape. Prendre conscience que la santé sexuelle englobe les dimensions du bien-être physique, affectif, mental et social et ne consiste pas seulement en l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Ouf. Alors je vous propose de reprendre la même phrase en remplaçant par richesse et pauvreté. Prendre conscience que la richesse englobe les dimensions du bien-être physique, etc. Et ne consiste pas seulement en l'absence de pauvreté. Alors, distinguer la représentation pornographique du corps et l'esthétique érotique à travers une analyse critique de ces deux phénomènes. Ah, donc là, je trouve ça intéressant. Donc, on va diffuser des extraits de films pornographiques et des extraits de films érotiques, et on va apprendre aux élèves de terminale à distinguer les deux. Bon, c'est un peu comme le rap et la musique. Je suis désolé, mais bon, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Et le prof, il commence à se mêler des goûts des élèves et leur expliquer que le rap, c'est pas glop et que la musique classique, c'est glop. Voilà. Ce que je pratique pour moi avec mes élèves de BTS, c'est qu'en première année, j'ai commencé cette année plutôt, ça fait 2 fois que je fais ça, par une séquence où je passe une dizaine d'extraits de musique classique, des plus beaux extraits de musique classique, et j'apprends le fonctionnement d'un orchestre, etc. Voilà. Après, voilà, je montre ce qui existe, mais je vais pas leur dire le rap c'est pas bien. Oui, j'essaye d'ouvrir leur éventail. Voilà, le prof n'a pas à se mêler de ça, c'est contre-productif. L'élève non seulement va s'opposer au prof, mais il va prendre en grippe tout le monde scolaire. Alors, des sources et lieux qui permettent d'accéder à des informations fiables en matière de santé sexuelle et reproductive. Bon, d'accord, c'est bien compliqué quand même pour dire qu'on peut aller sur Internet se renseigner. Alors, comprendre les fondements et les mécanismes de la fabrique culturelle de l'excitation et ses liens avec les émotions qu'elle provoque. Ah, c'est marrant ça, parce que la fabrique culturelle de l'excitation, pour moi, il y a une fabrique culturelle qui m'intéresse, c'est la fabrique du consentement. Hein. Les McKinsey et compagnie et les pervers narcissiques qui nous gouvernent, hein, qui ont fabriqué le consentement au masque, au vaccin, etc. Donc, entendre le non, ne jamais faire pression. Oh, vous avez entendu, monsieur Macron et Macruel Nécron, hein? Entendre le non, ne jamais faire pression. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Ah, on fait pas pression. Mon Dieu, alors. Quelle bande de pervers, quand même. Alors, appréhender et prendre la mesure du droit d'être soi-même, reconnaître sa singularité et celle des autres, l'existence du fait minoritaire et du fait majoritaire et du fait minoritaire, savoir résister individuellement et collectivement aux violences sexistes et sexuelles, savoir résister individuellement et collectivement aux violences pour se faire vacciner par une injection expérimentale qui n'a pas été validée. C'est intéressant tout ça. Alors, réfléchir à la réparation des souffrances et des pathologies liées aux discriminations, aux violences sexistes et sexuelles. Alors là, on va loin, hein. On est encore plus loin que la judiciarisation de la sexualité. On va réparer maintenant. Hein. On est face à des élèves de terminale qui ont 17 ans, hein, qui, pour beaucoup, sont encore puceaux et au lieu de leur faire découvrir, voilà, la joie d'avoir un enfant, par exemple, avec la sexualité, de parler de ça au moins, d'échanger sur ces sujets, on leur donne cette vision uniquement négative. Alors maintenant, nous avons c'est une première occurrence. Savoir qu'une personne séropositive sous traitement ne peut pas transmettre le VIH, indétectable égale intransmissible, et prendre conscience des préjugés et des discriminations liées à la sérophobie et leurs conséquences sur la vie des personnes vivant avec le VIH. Ah, ça, c'est très intéressant, surtout pour des élèves de terminale. Mais enfin, vous imaginez le nombre de personnes concernées. Alors que, je sais pas, dans ma vie d'enseignant, j'ai eu plusieurs élèves qui souffraient de la maladie de Crohn, par exemple. Vous imaginez ce que c'est à cet âge-là. J'ai eu un élève qui est mort d'un cancer en terminale. Je savais pas qu'il avait un cancer. Je l'avais eu en première et en terminale, on a appris qu'il est mort d'un cancer. Et voilà, et à ce genre d'élèves, vous allez leur faire les faire s'apitoyer sur la vie des pauvres séropositifs ou des gens qui sont sous PrEP. Mais c'est quoi ça? Ça a quel sens? Autour d'eux, ils ont des personnes malades. Hein, vous avez des gens, vous avez des jeunes filles anorexiques en première, en terminale. Vous avez des gens qui souffrent
vraiment. Et vous allez les faire s'apitoyer sur les pauvres séropositifs et sur la méchante sérophobie. Mais enfin, dans quel monde vivent les gens qui ont écrit ça? Alors, ce qui peut avoir une influence sur la capacité à reconnaître ou à donner le consentement. Bon, là, encore une fois, ça va donner de mauvaises idées à des gens. Et je terminerai par ceci. À partir du témoignage d'une personne vivant avec le VIH et confrontée à des situations discriminatoires, identifier les idées fausses et les préjugés qui en sont à l'origine, analyser les conséquences pour la personne et proposer des moyens pour les prévenir et y mettre fin. Voilà. Donc, voilà, on propose, c'est la dernière mention, on est à la fin de la terminale. Alors après, il y a le dossier sur les 2 années de CAP, mais qui en fait ne fait que résumer les 3 années de seconde, première et terminale. Donc je vais passer. Et donc voilà, il faut faire intervenir une personne séropositive devant des élèves de terminale. Mais pourquoi on ferait pas intervenir une personne vivant avec la trisomie, vivant avec le cancer, ou une personne malade dans leur classe à eux? Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. J'insiste puisque c'est eux-mêmes qui insistent. Hein, c'est la dernière mention. Je vous lis. Je peux vous montrer ici. Voilà, c'est la fin. C'est la dernière page, enfin du dossier jusqu'à la terminale. Et voilà, c'est le dernier mot qu'ils ont à dire. C'est pas soyez heureux, fondez un foyer, faites des enfants, faites des bébés. Et vive l'amour, hein. Voilà. Donc c'est sur ces mots que je terminerai cette vidéo très longue, un peu pénible. Je suis désolé, je suis pas du tout un professionnel des médias. Donc désolé pour mes hésitations, mes bégaiements, mes erreurs. Et j'espère, voilà, encore une fois, avoir la possibilité de... Ah, mais j'oubliais, excusez-moi. Je voulais terminer par mes préconisations, donc mon programme inspiré du MAGA de Trump, hein, faire la France forte FISA, FFFF. Alors voici mes idées, moi, pour bouleverser l'éducation, si j'étais ministre de l'Éducation. Alors, donc j'ai 7 propositions. 1. Supprimer l'éducation nationale, qui est un instrument de propagande. Sur le modèle de la Suisse, de l'Allemagne ou des États-Unis, l'éducation doit être ramenée au niveau local, région, voire département. Ce sont les cantons en Suisse. L'émulation permettra de dégager les meilleures idées pour hausser le niveau et d'éliminer les moins bonnes. Supprimer par conséquent tout ce qui a révélé son inefficacité, voire sa nuisance. Je ne donne qu'un exemple qui est le plus flagrant dans ce domaine. Cela fait des décennies que l'on consacre des heures à la lutte contre l'antisémitisme et la communauté juive organisée ne cesse de se plaindre qu'il n'y a jamais eu autant d'antisémitisme. Le bon sens élémentaire dicte de cesser immédiatement cette perte de temps au profit d'autres activités utiles. 2. Restaurer la possibilité entière de l'éducation en famille, dans le même esprit de dégager les meilleures pratiques. 3. Enseigner la musique et la pratique instrumentale à tous les enfants. Voir le modèle de la Chine qui, en l'espace d'un demi-siècle, a atteint l'excellence dans un domaine qui lui était totalement étranger, la musique classique occidentale. La musique est un objet d'étude en soi, mais démultiplie aussi les capacités cognitives. Les Chinois l'ont compris, ils sont en tête du classement PISA, et pas nous. 4. Favoriser dès le plus jeune âge la pratique de plusieurs langues étrangères. 5. Pratiquer des sports au choix, notamment les arts martiaux, et le maniement des armes à feu, comme en Suisse ou Israël, pour pouvoir vaincre l'ennemi en cas d'attaque des méchants Russes ou des méchants musulmans sous faux drapeau. 6. Favoriser la pratique des arts en remplaçant les subventions des artistes à la botte du régime par des prestations rémunérées d'artistes dans les écoles, littérature, théâtre, arts plastiques, cirque, danse, etc. 7. Apprendre à chaque enfant l'autonomie, à construire sa maison, cultiver son jardin, se soigner, se nourrir, cuisiner, entretenir ses machines, maîtriser les moyens de communication et leur technologie. Voilà. On est bien loin quand même de Evars, mais comme je le disais au début, quand on entre dans la critique notre projet macroniste, il ne faut pas oublier que souvent ils nous mettent ça devant les yeux, ils agitent ce chiffon rouge pour nous empêcher de penser à ce qu'il faudrait faire si on voulait vraiment inverser la tendance de l'abaissement de l'éducation en France, du niveau éducatif en France, et aussi réarmer la France en bébé. Voilà, donc cette fois-ci, je vous salue, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé au bout, c'est que ça vous a quand même intéressé. Et donc j'espère pouvoir être amené à en discuter sur des médias dissidents qui aimeraient engager un dialogue sur ce sujet de la part d'un enseignant tant soit peu dissident. Au revoir.